Salut les gars, c'est le Sensei. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition et on se retrouve avec Omake Books. Bonjour monsieur Omake Books. Salut Gaëtan, ça va? Très bien, et toi? Du coup, on se retrouve en direct de la PGW pour quelques petites questions. Mais avant toute chose, qui est Omake Books? Comment ça s'est créé? On veut un peu savoir les dessous un peu de cette fameuse maison d'édition. Fameuse, ouais, c'est gentil. Alors, Omake Books, on existe depuis 2011, donc ça fait maintenant 11 ans. Et à la base, j'avais créé une autre maison d'édition qui s'appelait Pix & Love et qui était spécialisée dans les livres sur l'histoire des jeux vidéo. Ouais, et puis je suis resté quelques années à la tête de cette société. Je suis parti, j'ai monté Omake Books en 2011. Voilà. Et je continue de faire un peu de livres sur l'histoire des jeux vidéo, mais j'ai un peu étendu mon champ de compétences, puisque maintenant c'est un peu plus large, c'est plutôt pop culture, Japon, et puis depuis 3 ans on fait aussi du manga. Donc voilà, c'est assez large maintenant, mais d'une manière générale, si on devait résumer, c'est un éditeur qui publie des ouvrages sur la pop culture et le Japon et les mangas. D'accord. Je savais pas que c'était vous qui avez fait avant Pixel Love. La référence est incroyable. La référence est vraiment incroyable. Du coup, on va enchaîner avec une nouvelle question. Là, on va vraiment rentrer dans les détails des dessous des maisons d'édition. La première, elle est assez simple. C'est justement, est-ce que je pourrais avoir toutes les étapes, choix du manga, négociation, parution, comment ça se passe chez Omake Books avant qu'un manga soit publié en librairie? Alors, déjà, il faut savoir que quand on est un petit éditeur comme c'est notre cas, on n'a pas forcément accès à tous les éditeurs. C'est-à-dire que les gros éditeurs comme Shueisha, Shogakukan, etc., bon, ils travaillent qu'avec les gros. Et pour pouvoir avoir accès à leur catalogue, il faut déjà faire ses preuves. Et donc, pour faire ses preuves, il faut avoir quelques succès avec des titres qui sont chez d'autres éditeurs. Comment ça se passe? Bah écoute, c'est simple. Déjà, on regarde les catalogues des éditeurs à qui on a accès. Une fois qu'il y a un titre qui nous intéresse, qui semble intéressant, on regarde sur Internet, du moins au Japon, sur les sites de manga en ligne. On lit des pages, on lit des chapitres, et si c'est intéressant, bah, on contacte l'agent et on fait une offre. Enfin, on demande déjà si les droits sont disponibles pour la France. Et puis, si on nous répond oui, pour ce titre, les droits sont disponibles pour la France, vous pouvez faire une offre. Eh bien, c'est à nous en fait de faire une offre. Et c'est une offre de mise en place. Donc, en gros, on dit, écoutez, nous, ce titre-là, on a envie de le disposer à tant d'exemplaires. Et puis là, on nous envoie une facture, un contrat. On signe le contrat, on paye la facture. Et puis après, rouler jeunesse, on traduit. Une fois que la traduction est arrivée, on fait le lettrage. Et puis, en parallèle, on travaille aussi avec le diffuseur et le distributeur où on va présenter le titre. Le diffuseur, c'est lui qui va parcourir toute la France dans les librairies et dire voilà quel titre il y aura au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, combien vous en voulez. Ils prennent des commandes et ensuite le distributeur envoie les bouquins quand ils ont pris commande. En gros, c'est ça les grandes étapes. J'ai résumé un peu. C'est un peu ça, c'est tout un long cheminement qu'on ne voit pas. C'est un cheminement de l'ombre, entre guillemets, qu'on ne connaît pas et c'est assez intéressant de découvrir justement à travers ces petites étapes. Oui, c'est vrai, et puis c'est surtout un long cheminement parce que entre le moment où on va lire un manga et on va se dire tiens on a envie de l'éditer, il se passe plus d'1 an jusqu'à la sortie dans les librairies. Donc souvent les lecteurs ils nous disent ouais pourquoi ce titre-là il n'est pas encore sorti parce que c'est long. Donc souvent il faut un peu attendre parce que le process peut être assez long. Ok, c'est une réponse intéressante. Ça me permet de rebondir sur une autre question. Du coup c'est plus par rapport à la ligne éditoriale. Est-ce que Omake Manga et Omake Books tout simplement a une ligne éditoriale où vous êtes assez libre sur vos choix, que ce soit de bouquins classiques, donc du coup les BD, etc., et les mangas? La ligne éditoriale, on en a parlé tout à l'heure, c'est la pop culture, donc c'est assez large, mais malgré tout, ça reste de niche. Donc je ne vais pas vous apprendre quelle étendue on a au cinéma de ce qu'est la pop culture, ou alors dans la musique, ou bien dans les animés, les mangas. Voilà, on parle de geekerie, donc ça c'est notre ligne éditoriale. En ce qui concerne le manga, nous on a effectivement un peu plus resserré notre ligne sur un type plutôt seinen et pas shonen ni shoujo. Donc on est plutôt sur les mangas adultes. Nos plus gros succès jusqu'à présent, c'est des titres qui sont plutôt trash, matures, un peu violents. Donc c'est vrai qu'on nous colle cette image d'éditeurs qui publient des mangas parfois un peu gore. Bon, ça nous va. Moi, je les choisis pas forcément en me disant tiens, j'ai envie d'avoir un truc trash. C'est juste que je prends ce qu'il y a de mieux dans les catalogues qu'on nous autorise à choisir, quoi. Et il s'avère que nos meilleurs titres ont été des trucs trash, donc voilà. D'accord. C'est quelque chose d'assez intéressant. On pourrait croire que justement vous êtes assez fermé sur vos choix, comme certains peuvent le penser, mais en fait pas du tout. C'est juste que vous partez sur quelque chose que vous appréciez, selon ce qu'on vous propose. Et en vrai c'est super simple. Après je vais pas te mentir, moi j'ai aucun affect avec le shoujo par exemple. Donc c'est vrai que quand je choisis un titre,
Si je vois déjà une couverture qui est évidemment d'aspect 100% shoujo, je vais même pas l'ouvrir parce que bon. C'est pas ce que t'apprécies. Ouais, exactement. Alors après, c'est peut-être une erreur, mais bon, le shoujo, moi je connais les chiffres de vente, etc. Donc bon, c'est pas un marché porteur en France, malheureusement. Donc bref. On fait ça, il faut être à la fois pragmatique et se faire plaisir aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai mes propres goûts. Il y a des tas de titres que j'aimerais faire. J'ai pas forcément accès à ces catalogues, dommage. Mais on essaye avec les titres qu'on nous donne de faire des bonnes sorties, quoi. Et effectivement, quand on est éditeur, autant se faire un peu plaisir. Donc, en étant directeur de collection, et ça, c'est pareil chez tous les autres éditeurs, on ne pense pas qu'au bankable. Dès qu'il y a un titre qu'on adore et qu'on a envie de forcer, qu'on a envie de pousser, même si c'est pas forcément quelque chose qui va être hyper vendeur, on a quand même envie de le faire et donc souvent on va le faire. Voilà, en espérant évidemment que ça marche. C'est des réponses que j'apprécie parce que certaines peuvent avoir justement des choix plus bankable actuellement. Et du coup, on retrouve plus cette passion qu'on peut voir chez certains. Après, c'est mon avis. Après, il y a des choix qui sont 100% bankable, mais ça, c'est chez tout le monde. Quand tu as une énorme licence, je sais pas, genre d'une au pif, mais tu vois, Fortnite, Pokémon, quand bien même le manga est très bon ou voire très mauvais, enfin peu importe, en réalité, tu sais qu'il y a un minimum de vente derrière. Et clairement, même si c'est mauvais, il y a forcément quelqu'un qui va le sortir. Ça, c'est du pragmatisme. C'est des choix après pragmatiques qu'on connaît tous. On va enchaîner avec une nouvelle question. C'est l'avant-dernière. Donc, comme tu l'as dit, vous êtes lancé depuis 2011. Comment vous avez géré l'explosion du manga par rapport à tout ce qui est popularité, notoriété? Parce que je pense qu'en 2011, vous avez remarqué que c'était plus la même notoriété qu'on connaît actuellement. Moi, j'aurais du mal à parler d'explosion. Enfin, il y a eu une explosion pendant le Covid qui est due à plusieurs facteurs qui sont assez simples à quantifier. C'est le confinement a fait que finalement, les gens voyageaient plus. Ils avaient un budget qu'ils allouaient pour les vacances et les sorties qu'ils ont gardé. Et beaucoup ont préféré acheter des livres, acheter des Blu-ray, acheter des jeux, ce qui fait que toute la pop culture en a profité. Les abonnements en ligne aussi d'ailleurs, mais bref. Et le deuxième impact, c'est le pass culture du gouvernement, 300 € pour les jeunes. Beaucoup de mangas sont partis grâce à ça. Voilà, le pass manga. Mais ça a été bénéfique évidemment pour nous. Donc l'explosion, on l'attribue à ça, mais pour moi, tu sais, qui achète des mangas depuis 1994, l'explosion, il y en a déjà eu plusieurs en réalité. Donc, c'en est une parmi d'autres, et tant mieux si elle continue de pousser le marché vers le haut, quoi. Depuis 1994, je n'étais même pas né. C'est incroyable. Mais c'est vrai par rapport justement aux multiples explosions. C'est que c'est comme des cycles qui se passent actuellement, et donc du coup, là, on est sur un nouveau cycle. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est très appréciable pour les maisons d'édition. On va enchaîner avec la dernière question. Ça, c'est ma préférée. Donc du coup, je vais te demander tes 2 œuvres favorites sur l'entièreté de la maison Omaki. 2 œuvres. T'as vu, je t'ai laissé 2 parce que une, c'est souvent compliqué. Si je devais conseiller 2 titres, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Maquet, il y a Le Personnage, qui est absolument incroyable. C'est 2 tomes épais, c'est 375 pages au total, dessiné par Rensuke Oshikiri. C'est très violent, mais c'est poignant. Nous, on a mis un bandeau, ce manga va vous traumatiser. Beaucoup de gens disaient ouais, puis après sur les commentaires, effectivement, j'ai été vraiment marqué par ce manga. C'est une de nos meilleures ventes. Et puis le deuxième titre, alors lui, c'est complètement barré, ça vient juste de sortir, c'est Happy Land. Et c'est un survival game qui se passe dans un parc d'attractions. Et c'est un mix, on va dire, entre Alice in Borderland, Squid Game, Orange Mécanique. C'est complètement dingue. Et c'est en 2 tomes aussi, et c'est vraiment incroyable. Si vous aimez les trucs un peu barrés, un peu trash, vous allez adorer Le Personnage et Happy Land. C'est noté. Je le note aussi dans mon petit carnet de manga à lire prochainement. Donc on va clôturer cette interview. Merci à toi, Florent, en tout cas d'avoir participé. Et du coup, n'hésitez pas à réagir par rapport justement aux réponses de Florent. S'il y a des petites interrogations, des petits doutes, les commentaires, Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux possibles, on reste en contact comme d'habitude et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition. À la prochaine!